Bienvenue sur Géopolitis. C'est un programme, un projet très ambitieux. Ça s'appelle Planète 50-50. Cela veut dire que, idéalement, d'ici 2030, il y aura sur notre planète une égalité parfaite, 50-50, entre hommes et femmes. Égalité des sexes, égalité de salaire, égalité de traitement, bref, égalité des droits. C'est toujours et encore un but à atteindre et c'est traditionnellement tous les 8 mars de chaque année le thème de la Journée internationale de la femme. Il y a une prévision qui, ces temps-ci, fait beaucoup parler. Elle émane de la très sérieuse Organisation internationale du travail, l'OIT, qui a son siège à Genève. Écoutez bien, au rythme actuel où sont menées les réformes dans le monde, c'est-à-dire à petite vitesse, il faudra atteindre l'année 2086 pour que soit réelle et effective l'égalité salariale entre hommes et femmes. Pourquoi si tard ? Quelles sont les données actuelles ? Faut-il désespérer ? Ce sont les questions que pose cette édition de Géopolitis. La journée de la femme, ce n'est pas un concept tout à fait récent. C'est en 1909 que le Parti socialiste américain, il y en avait un à l'époque, avait décrété que le 26 février de cette année-là serait une journée de réflexion et d'action en faveur des ouvrières. Idée reprise par l'Internationale socialiste avec des exigences telles que droit de vote, droit d'exercer dans la fonction publique, droit à la formation professionnelle ou encore arrêt de toute forme de discrimination. Et c'est bien plus tard, en 1977, que les Nations Unies proclameront le 8 mars comme Journée internationale de la femme. Parmi les dernières statistiques connues, celle-ci, qui dit presque tout, actuellement, au niveau salarial, et très globalement bien sûr, les femmes qui travaillent gagnent en moyenne 77% seulement de ce que perçoivent leurs collègues masculins. Un exemple parmi d'autres, et s'il vous plaît, en Europe, voici la situation en Allemagne. Parmi mes copines, plusieurs ne sont pas très contentes de leur salaire. Je ne comprends pas comment c'est encore possible. Pour moi, n'importe quel salarié, quelle que soit son entreprise, doit être payé en fonction de son travail et non pas parce que c'est un homme ou une femme. Et pourtant, que ce soit dans la restauration, dans les services ou encore dans la recherche, l'écart de salaire entre hommes et femmes en Allemagne s'élève en moyenne à 22%. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe. Heureusement, les choses changent petit à petit, ou plutôt les actes politiques s'améliorent. Prenez le cas du Canada, avec le nouveau et jeune Premier ministre Justin Trudeau. Son gouvernement est formé. Il y a 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes. C'est déjà une planète 50-50. C'était à Pékin en 1995. Un retentissement considérable pour cette 4e conférence mondiale sur les femmes. Il s'agissait, en termes très géopolitiques, de faire évoluer les législations nationales et internationales. À l'époque, il y a donc plus de 20 ans, 126 pays avaient dit oui à la Convention sur l'égalité de rémunération. Aujourd'hui, ces pays sont au nombre de 171. À partir de là, il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles sont que, depuis Pékin, l'inégalité de genre reste profondément ancrée dans à peu près toutes les sociétés. Les femmes n'ont pas toujours accès à un travail décent, sans compter la persistance de la ségrégation des emplois et les écarts de rémunération. De surcroît, dans de nombreuses régions, les femmes n'ont pas accès à l'éducation et aux soins de base. Elles sont enfin sous-représentées dans les couches dirigeantes de la politique comme de l'économie. Excellente nouvelle en revanche, là où les femmes parviennent à acquérir leur autonomie, elles contribuent plus que les hommes parfois à la productivité et à la croissance de leur environnement économique. On l'a dit, un écart salarial de quelques 20% entre hommes et femmes en Allemagne. Globalement, en France, il est de 24%. Prenons le cas de la Suisse, où l'égalité est inscrite dans la Constitution depuis 34 ans. Cet écart de salaire est, en moyenne, de 15% dans le secteur privé et jusqu'à 30% dans le monde de la finance et des assurances. Dans le monde entier, globalement, une femme se voit accorder une rémunération qui est de l'ordre des 3/4 seulement du salaire d'un employé masculin effectuant le même travail. Il y a néanmoins quelques progrès, par exemple. De nos jours, ce sont des femmes qui possèdent et dirigent plus de 30% des entreprises, essentiellement des petites entités. Des femmes siègent aussi au conseil d'administration de près de 20% des sociétés à l'échelle mondiale, mais à peine 5% d'entre elles sont le PDG ou le CEO de leur entreprise.
C'est un fait, les hommes assurent désormais une plus grande part des responsabilités familiales. Il n'en reste pas moins que les femmes doivent assumer l'essentiel de la charge. Par semaine, statistique très globale, un homme y passe 9 heures, une femme 26. En matière de maternité, beaucoup trop de femmes dans le monde sont encore laissées pour compte. Si l'on considère le pourcentage de pays qui offrent 14 semaines ou plus de congé maternité, il était de 30% il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 51%. Cela dit, 800 millions de femmes dans le monde ne disposent toujours pas d'un congé maternité convenable. Et le congé paternité, dans tout cela, eh bien, il gagne du terrain. Il y a 20 ans, seulement 28% des pays offraient cette possibilité. À présent, c'est presque un pays sur deux. L'invitée de Géopolitis, Madame Colette Free, vous êtes directrice du bureau Genevois pour la promotion de l'égalité femmes-hommes et aussi chargée de la prévention contre les violences domestiques. C'est plus un titre, ça c'est presque un cahier des charges, dites-moi. En effet. Bon, comment se fait-il que ce 8 mars 2016 a une telle importance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça rappelle chez vous ici, notamment à Genève et en Suisse? Alors, à Genève et en Suisse, le 8 mars, en général, rappelle les droits des femmes. Enfin, voilà, la journée qui montre aussi les progrès qui restent à faire sur le chemin de l'égalité entre femmes et hommes. Et en Suisse en particulier, 2016, c'est l'année des 20 ans de la LEG, la loi sur l'égalité fédérale, donc, et aussi les 35 ans de l'inscription du principe de l'égalité dans la Constitution fédérale suisse. Alors, évidemment, je vais vous poser la question. Si ça fait 35 ans que c'est inscrit dans la Constitution, comment se fait-il qu'on parle encore de progrès, mais on n'a pas atteint le but. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin à faire. Les progrès se font, mais lentement. Il est vrai que l'égalité entre femmes et hommes, c'est un vaste domaine, un vaste programme. La Constitution, par l'article 8, parle d'égalité dans la famille, dans la formation et dans le milieu professionnel. La LEG est plus axée sur le milieu professionnel, mais il est vrai qu'on ne change pas rapidement des mentalités, des représentations du masculin et du féminin. Changer ces représentations, ça prend du temps. Il y a aussi des outils qui ont été mis en place pour favoriser notamment une plus grande égalité entre les salaires entre femmes et hommes. Donc voilà, ça prend du temps et il faut poursuivre les efforts. Il ne suffit pas de légiférer. Légiférer, en fait, c'est fixer un but. Voilà, légiférer, c'est fixer un but. Après, il y a la mise en œuvre sur la pratique avec les résistances liées à la pratique. Et justement, les résistances, elles viennent de qui? Prenons dans les milieux professionnels, on parlera de la famille après. Dans les milieux professionnels, c'est quoi les réticences? Par exemple, quelles sont les réticences d'un employeur pour ne pas fixer la parité de salaire entre femmes et hommes? Alors, c'est rarement quelque chose de voulu, c'est-à-dire que c'est plutôt des résistances inconscientes. Les employeurs ne veulent pas forcément payer moins une femme qu'un homme, mais c'est au niveau des critères d'évaluation du travail féminin ou du travail masculin, c'est au niveau aussi des processus de carrière des uns et des autres. Dans l'analyse des salaires, il y a actuellement en Suisse 19% toujours de différence entre les salaires des femmes et les salaires des hommes. C'est quand même beaucoup, 19%. C'est beaucoup. Il y a 40% environ qui n'est pas explicable par des raisons objectives. Donc ce 40%, qui correspond quand même à 600 francs par mois de différence, peut être mis sur le fait que c'est une différence entre femmes et hommes. Et donc là, il y a des outils qui sont mis à disposition des employeurs pour auto-évaluer les politiques salariales de leur entreprise et voir où est-ce qu'il y a des biais qui amènent à cette différence de traitement. Donc ceux qui nous regardent et qui vous écoutent constatent quand même que dans une ville comme Genève, dans un canton comme Genève, dans un pays comme la Suisse, il y a encore cette inégalité, elle persiste. Donc on ne peut pas donner non plus de leçons aux autres pays. Pas vraiment. Non, ou est-ce que justement, il y a des progrès qui font que, voilà, on peut s'inspirer de tel ou tel exemple? Il y a vraiment à travailler sur l'évaluation de comment s'effectuent les politiques salariales. Alors la Suisse, c'est 19% de différence, Genève, c'est 9%. Donc il y a des différences entre les cantons également, comme il y a des différences entre les pays, qui peuvent avoir plusieurs éléments d'explication. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui évolue tout seul. Il faut pouvoir doter les employeurs d'outils d'auto-évaluation pour pouvoir justement permettre de voir où sont les problèmes d'évaluation des salaires et des postes et des fonctions, parce que ça ne se fait pas naturellement. Au-delà d'une certaine logique économique que l'on peut condamner, est-ce qu'il y a un état d'esprit peut-être qui ne change pas et qu'il convient justement de continuer à changer dans les milieux? Là encore, on est dans les milieux professionnels.
Alors, dans les milieux professionnels, il y a aussi il y a différents problèmes. Outre l'inégalité salariale, oui. Il y a aussi la conciliation des vies, qui est un thème important qu'il faut pouvoir promouvoir, puisque Qu'est-ce que vous entendez par conciliation des vies ? La conciliation des vies, c'est la possibilité pour hommes et femmes, oui. Même si souvent on pense que ça ne concerne que les femmes, de concilier la vie familiale, oui. Quand il y a charge d'enfants notamment, et la vie professionnelle. Or, les mesures comme le temps partiel, le job sharing ou bien le télétravail, oui. sont déjà difficiles à mettre en place. Parfois, ça peut être un frein à la carrière de la personne, oui. Et surtout sont pensés surtout pour les femmes, alors que les hommes aussi seraient concernés par ces aménagements du temps de travail pour la conciliation des vies, pour qu'eux-mêmes puissent prendre en charge l'éducation des enfants et un plus grand temps de présence au sein de la famille. Car on peut faire jouer cette égalité aussi femmes-hommes, hommes-femmes. Hein, il ne faut pas s'y tromper. C'est une égalité entre les deux. Oui. Et dans les représentations aussi, c'est actuelles, un état d'esprit. Hein, voilà, ouais. on pense que la charge de la famille, des enfants, ouais. Est surtout le problème des femmes. Et on pense donc à ces aménagements quand ils sont possibles, surtout en termes d'aménagement de temps de travail des femmes. Alors que ça devrait être des aménagements pour les deux sexes. Oui, alors on parlait du milieu professionnel, on a dérivé un petit peu sur le milieu familial. Dans le milieu familial, là, on a l'impression qu'il y a quand même quelques blocages encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans ce bureau chargé de la promotion pour l'égalité, qu'est-ce que vous pouvez faire là aussi pour faire changer un peu les choses et donc les états d'esprit ? Alors, les bureaux de l'égalité s'investissent beaucoup aussi en termes de sensibilisation, oui. Du public, de sensibilisation aussi des jeunes dans les écoles, dans différentes formations, et aussi des organisations de manifestations ou de moments de réflexion par différents moyens. Oui. Dans les écoles, par exemple, qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Alors, dans les écoles, il y a des mallettes pédagogiques qui existent sur différentes thématiques, notamment les représentations genrées entre femmes et hommes, les rôles de chacun, les stéréotypes. Il y a des outils qui sont donnés aux enseignants qui permettent d'aborder la question de l'égalité dans les différents cours. Alors, soit des cours spécifiques, soit à travers les cours de français, d'histoire ou de géographie. On peut aborder des thématiques de l'égalité pour sensibiliser justement les garçons et les filles, déjà dès leur plus jeune âge, aux représentations stéréotypées qu'on a des rôles sociaux attribués aux femmes et aux hommes. Certains rapports disent « Oh là là, la vraie égalité dans tous ces domaines, c'est pour dans 50 ans. » Vous fixez une date ? C'est possible ? C'est difficile de fixer des dates, mais disons... Mais ça va prendre quelques décennies encore. Ça prendra encore quelques années. On peut faire pour l'instant le bilan de ces 35 ans d'inscription dans la Constitution, les 20 ans de la Ligue. Le chemin est encore à parcourir. Il s'agit de continuer à travailler sur le sujet. Merci, Madame Frisch. Je rappelle que vous êtes la présidente, la directrice du bureau Genevois, du bureau chargé de la promotion pour l'égalité entre femmes et hommes, et aussi chargé des violences domestiques. On n'en a pas parlé, une prochaine fois peut-être. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci. C'est une forme très concrète et très démonstrative de l'égalité homme-femme. Et c'est tout récent. Désormais, depuis le 1er janvier de cette année, des femmes américaines peuvent rejoindre, si elles en ont les capacités physiques, les corps d'élite de l'armée. Il est vrai que l'on compte déjà 15% de femmes dans cette armée américaine, mais le feu vert a été expressément donné pour que, si elles le souhaitent, eh bien, des femmes puissent rejoindre les rangs, par exemple, des fameux Rangers. Les postes de combat ne leur sont plus interdits, c'était une promesse du président Obama. Et du reste, c'est une femme qui vient d'être nommée pour diriger le corps des cadets à la prestigieuse Académie militaire de West Point. Elle a le rang de général. Elle aura la charge de l'entraînement de quelques 4000 recrues. Pour la quasi-totalité, ce sont des hommes. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à ce thème de l'égalité homme-femme, des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet, notre séquence Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.